Alors, donc on va reprendre la séance là où on l'avait laissée et j'avais juste défini le mot diagonalisable. Donc, je voudrais vous parler un tout petit peu de ça. Euh, Pardon, non, on va faire l'exercice d'abord. On va faire l'exercice et comme ça fera pas d'aller-retour entre les exercices et le cours. Donc, on va prendre les exercices. Enfin, on va prendre surtout le B, l'exercice B. Donc, la matrice B dans l'exercice numéro 1 de la feuille de TD. Et c'était cette matrice. Donc, il s'agissait, je vous avais. Alors, l'énoncé lui-même dit diagonaliser, je crois, hein. Je vais reprendre l'énoncé pour l'avoir sous les yeux. Et la première fois qu'on l'a vu, cet exercice, je vous avais changé l'énoncé, je vous avais dit trouver une base de vecteurs propres. Donc, maintenant qu'on a vu la définition de diagonalisable, ça a du sens. Voilà, donc l'énoncé c'était diagonaliser, on donnera aussi la matrice de passage de la base canonique à une base de vecteurs propres. Donc c'est ça qu'on va faire. On va chercher des vecteurs propres pour cette matrice et les valeurs propres. Donc on commence par chercher les valeurs propres de B, toujours de la même façon. On sait que lambda est valeur propre de B si et seulement si le rang de cette matrice B moins lambda I3 est strictement inférieur à 3. Donc on va calculer le rang de la matrice par pivot et je l'ai fait ici. Donc je vous avais demandé de le faire. J'espère que vous avez fait aussi. On va trouver 1 et 2. Voilà, donc je dévoile la réponse. Euh, alors, donc B moins lambda I3, c'est la même que la matrice B, sauf que je mets des moins lambda sur la diagonale. Donc j'ai recopié ma matrice avec les moins lambda ici. Et je fais mes opérations de pivot. Alors ce document-là, j'ai fait le calcul en 3 pages pour écrire gros. Il est sur le drive, hein, si vous voulez, hein. Vous pourrez le regarder après ou suivre directement sur le drive si vous avez accès facilement. Voilà, donc la première opération. J'ai pas marqué les opérations parce que je craignais que ce soit illisible si j'écrivais tout petit en dessous. La première opération que j'ai faite ici, c'était d'échanger la ligne 1 et la ligne 2. C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'ai fait la première opération qui est visiblement L2 reçoit 2L2 moins lambda L1 et L3 reçoit L3 plus L1. Ça me donne ceci. Donc la première opération fait apparaître les deux zéros ici. Et la remarque à faire, donc là, à ce stade-là, hein, c'est toujours le cas dans les diagonalisations. Quand on cherche les valeurs propres, on a toujours des coefficients avec des lambdas un peu partout. Et si on a fait un échange L1 échangé avec L2, de cette façon-là, on a un polynôme de degré 2 ici. Le premier coefficient qui apparaît, c'est un degré 2. Alors, il faut se débrouiller. Donc là, pardon, il y a moyen de se débrouiller de plusieurs façons. Euh, Vous remarquez que sur la dernière ligne, il y a 2 moins lambda et moins lambda plus 2, c'est-à-dire 2 fois le même terme, ce qui fait que on pourrait très bien faire une discussion à ce stade, suivant que lambda est égal à 2 ou pas, parce que tout de suite, on voit que si lambda égale 2, ça fait une ligne de 0, et donc le rang n'est pas 3. Donc c'est une discussion qui ne fait pas perdre de temps, puisque c'est une discussion qui porte sur une valeur qui est une valeur propre. Donc on peut la faire. On distingue suivant que lambda égale 2, donc lambda égale 2 c'est fini, le rang n'est pas 3. Et si lambda est différent de 2, on peut diviser par ce 2 moins lambda, ce qui donne des 1. Et c'est beaucoup plus sympathique de travailler avec des 1. L'autre possibilité, c'est de voir si par chance, la valeur 2, qui est donc racine, solution de l'équation 2 moins lambda égale 0, le 2 qu'on a repéré en bas, est-ce que par chance il ne serait pas racine aussi de ce polynôme. Alors on voit tout de suite que ça marche ici. On pourrait aussi échanger C2 et C3 comme on a fait sur le précédent exercice. Je ne vais pas le faire ici parce qu'on l'a déjà fait. Donc je regarde ici et effectivement, de mémoire, 2 ça marche, hein. 6 et 4, 10, moins 10, 0. Donc 2 est racine de 6 moins 5 lambda plus lambda 2. Ah oui, ben, je l'ai écrit en dessous. Et donc on peut factoriser. Ce coefficient de 2, c'est lambda moins 2 fois lambda moins 3, ce qui va permettre de faire une opération. Donc je vais échanger les lignes L2 et L3. Et comme ce coefficient est multiple de celui qui est à côté, eh ben, ça va être pratique. Donc, voyons la suite. Ici, j'ai juste échangé les deux lignes, L2 et L3. Donc celle qui était en bas se retrouve ici. Et la deuxième se retrouve en bas. Et j'ai juste transformé le polynôme de degré 2 pour faire apparaître la factorisation. Et maintenant, je fais l'opération qui est apparente ici. Je fais L3 reçoit L3 moins lambda moins 3, L2. Enfin, plus en fait, puisque le signe est opposé.
Voilà, ça me fait apparaître le 0. En général, ici, il y a un terme qui est un peu compliqué à calculer, donc je l'ai appelé étoile ici. Je sais que souvent, je mets alpha. Donc le terme qui est là, je ne le calcule pas dans la matrice, je le calcule après. Vous voyez que ça me prend quand même 4 lignes. Et c'est ce terme qui va être important et qui va donner les valeurs propres. Donc qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est celui qui était ici, 4 moins 2 lambda. J'avais dit plus lambda moins 3 fois celui-ci. Donc plus lambda moins 3 fois moins lambda plus 2 qui était ici. Je développe, je refactorise, je m'aperçois que 2 est racine. Enfin là, il y a des racines évidentes, donc 2 et 1. Voilà, et la conclusion pour le spectre, c'est qu'il y a 2 et 1. Pourquoi? Parce qu'on regarde la dernière matrice obtenue, qui est triangulaire, et on sait que une matrice triangulaire est de rang maximal, c'est-à-dire 3 ici, sauf s'il y a un 0 sur la diagonale. Il y a un 0 sur la diagonale si lambda vaut 2, pour ce coefficient-là, en position de 2, et il y a un 0 sur la diagonale si le coefficient étoile vaut 0, c'est-à-dire si lambda vaut 1 ou 2. Alors le 2, on l'avait déjà trouvé, c'est pas nouveau. Il réapparaît ici, et le 1 qu'on n'avait pas encore trouvé. Donc le spectre comporte 2 éléments qui sont 2 et 1. Ok. Alors là on a trouvé toutes les valeurs propres. Maintenant on va suivre, puisqu'il s'agissait de diagonaliser, donc il va s'agir de trouver une base formée de vecteurs propres. Donc on va déterminer les espaces propres associés à chacune de ces 2 valeurs propres. Donc voici les calculs. Alors ça va reposer sur le calcul précédent. Je cherche les vecteurs propres de la matrice. Donc j'écris une matrice colonne. Un vecteur propre, ça va être une matrice colonne sous la forme x, y, z. Et je dis que c'est dans E1, si et seulement si. Et voilà. Donc cette équation, qu'est-ce que c'est? C'est l'équation mx. Je vais écrire cette première ici. C'est m. Pardon, je vais prendre ce sera plus pratique avec ça. C'est mx égale, c'est la valeur propre 1 qu'on considère, hein, donc mx égale 1 fois x. Donc je suis en train de résoudre, pardon, c'est pas m, c'est b. Je suis en train de, oups, je suis en train de résoudre bx égale 1 fois x ici. Et pour faire ça, je reprends la matrice précédente, parce que bx égale x, c'est équivalent à b moins x égale 0, donc b moins 1 fois i de x égale 0. Donc c'est exactement le système pour lequel on a étudié la matrice. La matrice qui est là, c'est aussi la matrice du système b moins 1 fois x égale 0. Donc ce que je fais pour résoudre mon système, je ne refais pas tous les calculs depuis le début, je prends la dernière matrice obtenue. Attention, à condition qu'il n'y ait pas eu de discussion. Si cette matrice n'était valable que si lambda est différente de 2, je ne pourrais pas l'utiliser pour la valeur propre 2. Mais j'ai choisi de ne pas faire de discussion là, au cours du calcul. Donc cette matrice est valable quel que soit lambda. Je l'utilise pour lambda égale 1, donc ça me fait, il n'y a plus qu'à calculer. Hein. Moins 2, 5 moins 1, ça fera 4, 2. Voilà, donc moins 2, 4, 2 pour la première ligne. Je passe à l'image suivante. Moins 2, 4, 2, vous voyez. Donc j'ai repris la dernière matrice du pivot. J'ai remplacé lambda par 1 et j'obtiens ce système. Les coordonnées sont x, y et z dans l'ordre parce que j'ai pas fait d'échange de colonnes. Il n'y a plus qu'à résoudre le petit système. X égale moins z, y égale moins z. Et donc ça fait l'espace vectoriel engendré par moins 1, moins 1, 1. Ok pour ça? Et on fait pareil pour E2. Voilà. Donc j'espère que c'est assez lisible. Donc j'ai remplacé lambda par 2 dans le calcul précédent et j'obtiens une seule équation. J'ai 2 lignes de 0. Ça vient du fait que lambda moins 2 apparaissait un peu partout. Donc j'ai 2 lignes de 0, une seule équation. Donc j'exprime l'une des variables en fonction des deux autres. Par exemple, là j'ai choisi d'exprimer x en fonction de y et z. Donc c'est l'ensemble des vecteurs de la forme. Vous voyez là la formule 3 demi de y plus z, c'est parce que j'ai fait passer le moins 2x de l'autre côté et j'ai obtenu x égale 1 demi de ce qui est ici. Donc j'ai les vecteurs qui sont de cette forme. Je sépare, je mets y en facteur. Je sépare ce qui concerne y de ce qui concerne z. Ça fait y fois 3 demi 1, 0. Donc 3 demi 1, 0, c'est celui que j'ai mis ici. Plus z fois 1, 0, 1. C'est celui que j'ai mis ici.
c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Autrement dit, c'est vect de ces deux vecteurs. Donc voilà pour la recherche des valeurs propres et vecteurs propres de la matrice B. Dites-moi dans la discussion, mettez +1 si vous aviez trouvé ça, à la fois pour les valeurs propres et les espaces propres. Écrivez +1. Ou la classe, vous pouvez faire un sondage +14 si les 14 ont trouvé. Ok, c'est bien. Donc je prends le +1 de la classe comme un +1 multiple aussi. Ok, bon, il n'y a pas des tonnes de +1. Je ne sais pas si c'est facile pour écrire pour vous, d'écrire pour vous, mais... Alors, donc c'est pas tout à fait terminé. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais prendre... Est-ce que je les ai les feuilles? Oui, pour les avoir sous les yeux. Voilà, ça me permet d'effacer. Alors, c'est pas tout à fait terminé puisqu'on nous demande d'obtenir une base de vecteurs propres. Alors, est-ce qu'il y a des calculs à faire pour ça? Pour obtenir une base de vecteurs propres. On a deux espaces propres. Voilà. Alors, je sais pas, chez moi, on voit pas, mais en dessous, j'ai écrit vérification. Il y a des choses à vérifier là-dessus. C'est caché derrière la barre d'outils de mon logiciel. Je sais pas si on peut faire, je pense pas qu'on puisse faire défiler. Une fois qu'on a terminé un calcul, c'est quand même un calcul assez long. Je ne sais pas si combien de temps vous y avez passé, mais la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres, c'est quand même assez long. Et souvent, c'est source d'erreurs. Donc il faut vérifier, c'est très facile de vérifier. Alors je vais prendre un document blanc là. Voilà. On a trouvé par exemple à la fin que ce vecteur x égale, alors j'avais dit, bah, je vais prendre le plus simple, 1, 0, 1. Celui-ci, on a trouvé que c'était un vecteur propre de la matrice B pour la valeur propre. C'était combien d'ailleurs? C'était 2. Voilà. Pour la valeur propre 2. Et ça, c'est très facile à vérifier. Autant c'était très difficile de trouver ce vecteur, autant une fois qu'on l'a, c'est très facile de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'il suffit de faire le produit BX, et qu'est-ce qu'on doit obtenir? Ben, on doit obtenir 2x. Parce que c'était un vecteur propre pour la valeur propre 2. En tout cas, le calcul qu'on a fait, c'était pour trouver ça. Alors, on va faire le produit BX. La matrice B, 0, moins 2, 2, 3, 5, moins 3, 3, 5, moins 3, et 2, 2, 0, fois le vecteur 1, 0, 1. Combien ça fait? Donc, je fais mon calcul. Vous voyez comment ça se passe de faire le calcul? Je vais prendre un petit... parce que souvent, les élèves font pas ces calculs-là et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même très facile. Donc faire ce produit matriciel, ça consiste à prendre la ligne et la colonne et à multiplier les termes, terme à terme. Donc là, je vais prendre le 0 qui est là et le multiplier par le 1 qui est là, plus le 3 fois 0, plus le 2 fois 1. Et vous voyez, je fais une fois le premier, plus une fois le dernier en fait. Je suis en train d'additionner la première et la troisième colonne, donc c'est facile à faire. Ça fait 2, ça fait 0, et ça fait 2. Okay, quand c'est des coefficients aussi simples que 1, 0, 1, là on se rend compte que c'est juste, on additionne le premier et le dernier coefficient de la ligne. Donc c'est facile à faire. Et qu'est-ce qu'on aurait voulu obtenir ici? On aurait voulu obtenir 2 fois le même vecteur. Est-ce que c'est bien 2 fois le vecteur 1, 0, 1? Ok? Oui, 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 c'est bien ce vecteur-là. Donc on a fait une vérification qui est totalement évidente. Ça a pris 5 secondes de faire ça, alors qu'on avait passé 10 minutes à chercher les vecteurs propres et les valeurs propres. Ça vaut totalement la peine de faire cette vérification. C'est pas forcément la peine de la faire figurer sur la copie, sauf si ça marche pas. Si ça marche pas, vous faites BX et ça fait pas 2x, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Donc le jour du concours,
Alors ça arrive, hein, ça arrive, on va dire, à la louche, la moitié de la classe va se tromper dans ses valeurs propres. Donc ça arrive très très fréquemment. Je dis ça comme ça, hein, la moitié, mais enfin, c'est une proportion non négligeable, ça peut être plus même. Il faut vérifier vos vecteurs propres. Si c'est pas bon, il faut recommencer. Généralement, les questions de vecteurs propres et valeurs propres, elles sont au début du sujet et la suite repose dessus. Souvent, il y a moyen de deviner, on n'est pas toujours bloqué, mais ça arrive qu'on le soit. Donc, vérifiez vos valeurs propres et vos vecteurs propres, et si ça ne marche pas, recommencez. Et si ça ne marche toujours pas, c'est seulement là que vous dites, eh ben, j'ai cherché mon erreur, mais écrivez-le sur la copie. J'ai cherché mon erreur, j'ai trouvé un vecteur x qui doit être vecteur propre, or je calcule bx et ça fait pas 2x, je me suis trompé et je ne trouve pas mon erreur. Okay, dites-le, c'est toujours mieux. Ne laissez pas un faux vecteur propre sur la copie, si vous savez que c'est un faux vecteur propre. Si vous savez que c'est faux, ne le laissez pas. Donc, je vois souvent des copies où, à partir du moment où ça marche plus, l'élève arrête d'écrire. Et il laisse du vide en bas en se disant peut-être je reviendrai plus tard. Il passe à la question 2 ou à la partie B. Donc ça, c'est pas bon parce que vous n'y revenez jamais en fait. Et ça fait très mauvais effet sur la copie. Il vaut mieux dire ce qui vous est arrivé. Vous vous arrêtez parce que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites ce qui ne va pas. Et voilà. Mais le mieux, c'est quand même de trouver l'erreur. Oups, j'ai effacé, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire la gomme. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On vérifie ses vecteurs propres. Donc pour celui-ci, il faudrait faire aussi la vérification avec l'autre qui était 3,5, 1, 0. Et le vecteur propre qu'on avait trouvé pour 1 qui était -1, -1, 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais leur donner des noms. Je vais l'appeler x1, le premier vecteur qu'on avait trouvé, qui était -1, -1, 1. Je vais appeler x2, le 3,5, 1, 0. Alors j'aime pas, je vais multiplier par 2, 3, 2, 0. C'est le 3,5, 1, 0 que j'ai multiplié par 2 ici. Et x3, c'est celui que je viens de regarder, 1, 0, 1. Voilà. Alors, on a d'une part la famille x1 qui est libre. Ok, c'est pas la peine de justifier pourquoi, c'est un seul vecteur, il est non nul. Et d'autre part, la famille x2, x3 qui est libre. Aussi, parce que c'est évident, je n'ai que deux vecteurs et ils sont indépendants. Ils sont non collinéaires. Et ce premier vecteur, il est associé à la valeur propre 1. Et cette famille de vecteurs, ce sont des vecteurs associés à la valeur propre 2. Quel théorème est-ce qu'on va utiliser maintenant? J'ai deux valeurs propres. Pour chaque valeur propre, j'ai pris une famille libre de vecteurs. Les deux valeurs propres sont distinctes. J'ai un théorème qui me dit quoi? Je vais l'écrire ici. C'est le numéro 4 qui m'affirme ceci. x1, x2, x3 est libre. J'ai pris dans chaque espace propre une famille libre de vecteurs propres. Quand je juxtapose tout ça, ça reste libre. C'est ça le théorème 4. Le théorème 3, c'est quand on en prend un par valeur propre. Et le théorème 4, c'est quand on en prend plusieurs par valeur propre, mais famille libre à chaque fois. Ok? Donc, il n'y a rien à démontrer, il n'y a pas de calcul matriciel à faire, il n'y a pas de pivot. Cette famille est automatiquement libre, à condition d'avoir prouvé que séparément, les familles associées à chaque vecteur propre, à chaque valeur propre sont libres. Automatiquement, d'après le théorème, donc par théorème, vous pouvez l'écrire sur la copie, par théorème, cette famille est libre. Or, elle a 3 vecteurs, on est en dimension de 3 au niveau des vecteurs, hein, c'est R3. Les matrices colonnes représentent des vecteurs de R3. Donc c'est une base de R3, alors c'est une base de, si on veut le dire correctement, donc j'écris ici pour pas tout effacer, c'est une base de M3 de R. Voilà, je dirais R3 si j'acceptais de faire la confusion entre matrice colonne et vecteur. Mais j'en reparle après de cette confusion.
Donc j'ai une base. Et ça, ce sont les théorèmes qui l'affirment. Alors le but, vous vous rappelez, dans la définition de diagonalisable qu'on a vu en cours, c'était de trouver une base de vecteurs propres. Donc là, on a gagné d'une certaine façon. C'est une base pour la matrice, mais on a trouvé une base de vecteurs propres. On va quand même faire la petite vérification à la calculatrice. Donc, je vais effacer. Oui, j'ai ce qu'il faut, donc je vais pouvoir effacer. Voilà, crier non si c'est trop tôt pour que j'efface. Et je vais effacer. Ok. Alors, à partir de là, peut-être vous n'avez pas fait, donc je vais vous laisser calculer un tout petit peu. On va poser P égale, c'est pas un hasard si je l'appelle P, hein, la matrice suivante, donc moins 1, moins 1, 1, 3, 2, 0 et 1, 0, 1. Voilà, on considère cette matrice. Donc c'est la matrice dans la base canonique de la famille x1, x2, x3. Okay, j'ai mis les coordonnées des vecteurs x1, x2, x3 en colonne. Alors, ce que je vous demande de faire, prenez vos calculatrices, utilisez Python. Vous êtes sur un ordinateur, forcément, puisque vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous pouvez Alt-Tab ou changer d'écran, mais il faudrait que vous ayez Python là sous la main, ou une calculatrice, et faites le calcul P-1, B, P. Et vous me direz ce que ça fait. Voilà, je vous laisse un petit moment pour faire ça. En fait, ce qui serait bien, c'est que je le fasse moi aussi. Alors là, ça doit être trop petit pour que vous puissiez lire à l'écran. Je dois pouvoir grossir ça. P-1 fois B fois P. Ouh, c'est moche. Alors, je suis obligée de... Ou peut-être je peux agrandir ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, c'est 1. Okay, il a fait des arrondis, Python, quand il a calculé notamment l'inverse, peut-être. S'il y a des fractions dans l'inverse, il a arrondi. Du coup, ce sont devenus des flottants. Il ne fait pas de calcul exact sur les fractions. Donc ici, on voit que c'est 1,000 fois 10 puissance 0, donc ça fait 1. Là, c'est 0, là, c'est 0. Là, 10 puissance moins 16, c'est 0 aussi. C'est une erreur d'arrondi. 10 puissance moins 16, c'est tellement petit, c'est en dessous de sa précision. Donc en fait, il faut lire 0 ici. Ça c'est 2, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 2. Donc il y a un 1 en haut à gauche et des 2 et sinon des 0. Donc on trouve 1, 2, c'est quand j'écris avec la souris ça fait plus gros. Et des 0 ailleurs, je vais reprendre le stylo. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Alors, c'était pas la peine de faire le calcul de P-1 et puis de faire le produit avec P et B. Okay, on pouvait s'y attendre à ce 1, ce 2, ce 2. Pourquoi est-ce qu'on a 1 ici? Ce sont les valeurs propres en fait qui apparaissent. Et elles apparaissent dans quel ordre? Elles apparaissent dans l'ordre dans lequel on a choisi les vecteurs ici. Ce vecteur-là, le premier que j'ai mis sur la première colonne, il était associé à la valeur propre 1. Et bien il se trouve que j'ai le 1 ici. Alors que les deux suivants sont des vecteurs propres pour la valeur propre 2, ce qui me fait le 2 ici et ici, sur la diagonale. Voilà. Et alors d'où ça vient ça? Pourquoi est-ce que cette matrice est diagonale? Eh bien parce que précisément ce sont des vecteurs propres. Donc si je considère l'endomorphisme associé, l'endomorphisme canoniquement associé à ma matrice, f, quand je calcule f d'un vecteur x, ça correspond au fait de faire mx. La matrice fois, alors je mets tout le temps m, il faut que j'arrête de dire m, c'est b dans cet exercice. Voilà. Donc, si je considère f l'endomorphisme canoniquement associé, mais ça peut être n'importe quel endomorphisme, associé à la matrice B, on calcule f de x en faisant le produit matriciel bx. Il faut que les coordonnées de x soient exprimées par la matrice colonne grand X dans la base considérée pour parler de l'endomorphisme. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que f de x serait vecteur propre? Ça veut dire que f de x est multiple de x. Et qu'est-ce que ça veut dire que grand X est vecteur propre de b? Ça veut dire que bx égale lambda x. Donc ça se correspond. Le petit x, le vecteur associé à la matrice grand X, petit x est vecteur propre si seulement grand X est vecteur propre, respectivement de l'endomorphisme et de la matrice. Et alors, on se demande pourquoi au niveau de la matrice, ça a donné ceci. Alors, il faut savoir que il faut se rappeler que quand on fait P-1 BP, ça consiste à écrire la matrice du même endomorphisme, mais dans une nouvelle base. Et quelle base? Une base formée de vecteurs propres, puisqu'on a pris pour P la matrice de passage vers une base de vecteurs propres. Or, comment se présente la matrice d'un endomorphisme si la base est formée de vecteurs propres? Donc, je vais effacer tout ça. Si la base est formée de vecteurs propres, la matrice dans une base de vecteurs propres, puisque je vais écrire f de E1, f de E2 jusqu'à f de En, quelle que soit la dimension en fait, en fonction de E1 jusqu'à En. Si mes vecteurs sont tous des vecteurs propres, ça veut dire que f de E1 est multiple de E1. C'est, mettons, lambda 1 fois E1. Donc il y a lambda 1 devant E1 et il y a des zéros en dessous. Pour f de E2, c'est pareil, f de E2 va être multiple de E2. Donc il y aura un 0 ici, un certain lambda 2 ici, et des zéros en dessous jusqu'en bas. Et ça va se continuer comme ça, en fait, il y aura des coefficients que sur la diagonale. Ok, juste du fait que la matrice est fabriquée de cette façon-là, la matrice de f est faite de cette façon-là, on met les images des vecteurs en colonne. Si les images des vecteurs sont multiples des vecteurs eux-mêmes, ça fait automatiquement apparaître un coefficient tout seul sur la diagonale avec des zéros partout ailleurs. Vous voyez pas, merci, j'ai laissé Python devant. Hop. Ok, je vais refaire tout ça. Désolée. Ça fait longtemps que vous voyez pas? Qu'est-ce que j'ai raconté? Il y avait Python. Oui, ça fait un moment que vous voyez pas. Hop.
Non, je ne peux pas faire des CTRL-Z. Donc, bon, alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de, ouais, j'étais en train de faire le lien entre quand on a un vecteur x, mettons, qui serait dans Rn, ici c'est dans R3, et il y a sa matrice colonne qui appartient à M3 de R. Ok, ça veut dire que x c'est le vecteur x, y, z de R3, et la matrice colonne qui le représente dans la base canonique, c'est x, y, z. Et alors, vous vous rappelez que on a vu que pour calculer f de x, on fait simplement bx. C'est le produit matriciel de la matrice de l'endomorphisme par la matrice colonne qui représente le vecteur. Et au niveau des vecteurs propres, lorsque x est vecteur propre, ça veut dire que f de x est multiple de x. Il y a un certain lambda comme ça. Au niveau de grand x est vecteur propre si il y a un lambda comme ça. Bx est multiple de lambda x. Et donc ça se correspond, c'est-à-dire que si ce vecteur x est vecteur propre pour f, alors grand x, la matrice colonne qui le représente, est vecteur propre pour la matrice de l'endomorphisme. Et réciproquement, c'est un si et seulement si. Donc, ce qu'on fait maintenant, quand on a écrit la matrice P, c'était la matrice d'une famille de vecteurs qui étaient tous des vecteurs propres. J'ai écrit des vecteurs propres en colonne. Tous ces vecteurs-là étaient des vecteurs propres. Donc j'ai écrit x1, x2, x3, qui correspondent de ce côté-là à, mettons, E1, E2, E3. Ces trois vecteurs sont des vecteurs propres. On avait f2, E1 qui était égal à E1. Le premier, on l'avait pris pour la valeur propre 1. On avait f2E2 qui était égal à 2E2 et f2E3 qui était égal à 2E3. J'avais pris un vecteur propre pour la valeur propre 1 et 2 pour la valeur propre 2. Ok, je ne vais pas tarder à effacer. Et donc, on va voir ce qui se passe quand on a un endomorphisme qui a cette propriété-là, qu'on l'écrit dans une base de vecteurs propres. Ok, donc je vais effacer. Si j'écris la matrice de f dans cette base de vecteurs propres, donc c'est la matrice dans, je vais l'appeler B, la base qui est représentée par P, donc, hein. C'est pas la base canonique. Je vais mettre f de E1, f de E2, f de E3. Et je dois écrire le résultat en fonction de E1, E2, E3. Mais f de E1, j'ai dit que ça faisait une fois E1. Donc ça fait une fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. f de E2, ça fait 2E2. C'est-à-dire 0 fois E1 plus 2 fois E2 plus 0 fois E3. Et f de E3, c'est pareil, ça fait 0 fois E1 plus 0 fois E2 plus 2 fois E3. Donc la matrice de f dans cette nouvelle base, c'est ça. Et d'après la formule de changement de base, on sait que c'est P-1 BP. Donc c'est automatique. À la fin d'une diagonalisation, si on pose P égale la matrice des vecteurs propres obtenus en colonne, à condition d'avoir obtenu une base, ce n'est pas toujours le cas. Si on a obtenu une base, on a une matrice P qui est une matrice de passage, on peut calculer son inverse et calculer P-1 BP. Et en fait, ce n'est pas la peine de le calculer. Ça fera toujours la matrice diagonale qui a sur sa diagonale les valeurs propres dans l'ordre dans lequel on a appris les vecteurs propres pour la matrice P. Ok? Voilà, donc c'est à méditer. C'est un modèle d'exercice. Il y en a plein comme ça, hein. C'est un modèle, mais il y a plusieurs types d'exercices. Ça dépend. Donc, parfois, on trouvera une base de vecteurs propres et parfois, on n'en trouvera pas. Donc là, on a trouvé une base de vecteurs propres. Alors, avant de passer au cours, quelle heure il est? Oui, il faut passer au cours. Donc, une dernière chose, c'est la matrice C sur la même feuille. On a la matrice C, je l'écris ici. Je vais juste en dire un mot, je ne vais pas faire les calculs.
Pardon. Ok, alors, est-ce que vous avez trouvé les valeurs propres? Est-ce que vous pouvez me donner les valeurs propres et même sans calcul, là? Mettez dans la discussion. Même si vous n'avez pas fait l'exercice, vous pouvez me donner les valeurs propres, là. Un et 2, la classe dit 1 et 2, tout à fait. Et pourquoi? Parce que cette matrice est triangulaire. Alors, elle n'est pas, c'est pas une matrice triangulaire supérieure comme d'habitude, mais ça reste une matrice triangulaire, hein. Elle est triangulaire inférieure. Voilà la partie triangulaire. Et au-dessus, il n'y a que des zéros. Donc il y a un théorème, c'est le numéro 2, je crois, qui dit que dans le cas d'une matrice triangulaire, les valeurs propres sont les coefficients diagonaux. Donc voilà, on sait déjà que les valeurs propres sont 1 et 2. Donc directement, le spectre de C est connu. Il faut que je passe au feutre. Ici, le spectre de C, c'est 1, 2. Donc ça, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. On a un vecteur propre. Est-ce que vous pouvez me donner un vecteur propre? Il y a un vecteur propre qui apparaît de façon évidente. Peut-être plus pour les 5,5, cette question-là. Mais on voit déjà un vecteur propre. Juliette 001, oui, tout à fait. 001, proposé par Juliette. Effectivement, ça vient du fait que si j'appelle comme tout à l'heure E1, E2, E3, ici, et F l'endomorphisme associé, ici j'ai F de E3, et F de E3, en fonction de E1, E2, E3, je vois que F de E3, ça fait 2E3. Donc F de E3, d'après la matrice, F de E3 égale 2E3. Ok? J'en reparlerai après de ça. Donc on voit déjà qu'on a un vecteur propre, évident. Ça, on peut rien dire de plus. On peut pas dire que c'est le seul, enfin que pas que c'est le seul, mais on peut pas dire que l'espace propre associé à 2 est de dimension 1. On peut pas, évidemment, on n'a pas les vecteurs propres associés à 1. Donc on peut rien dire de plus, juste qu'on en a trouvé un. Et ça peut déjà être bien pratique de savoir que celui-ci est un vecteur propre. Ok? Voilà, donc je vais pas plus loin pour celui-ci. Je sais pas, je crois pas avoir les réponses. J'avais juste noté le spectre. Donc on en reparlera, essayez de le faire. Pendant les vacances, pour les vacances, je mettrai le corrigé sur le drive. De tout ce qu'on n'aura pas fait. C'est-à-dire tout. Voilà. Sauf le 1. Alors, avant de passer au cours, donc là je vais effacer. Avant de passer au cours, je voudrais faire une petite digression sur qu'est-ce que c'est que cette histoire d'endomorphisme associé. Parce que dans le cours, j'ai commencé par donner une définition de diagonalisable pour f. Et ensuite, j'ai donné une définition de diagonalisable pour m. Et j'ai dit, ça se correspond. Alors, il n'y a pas, juste une remarque, hein, il n'y a pas une façon unique d'associer un endomorphisme à une matrice. Donc, quand je dis les valeurs propres de M sont les valeurs propres de l'endomorphisme, en fait, ce sont les valeurs propres de n'importe quel endomorphisme associé. Il y en a un qui est canonique et il y a une infinité d'endomorphismes. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut en prenant ce qu'on veut comme base. Donc je vous donne un exemple. Si on considère la matrice, prenons B, la même que celle de l'exercice. Si on considère cette matrice, et c'était 2 moins 3, 0. Alors en général, si on veut utiliser un endomorphisme alors qu'on est en train de travailler sur une matrice, on va prendre l'endomorphisme canoniquement associé. C'est-à-dire qu'on va prendre f de R3 dans R3, et vous savez comment on fait.
on prend les coefficients sur les lignes. Ça fait 3y plus 2z, moins 2x plus 5y plus 2z, et 2x moins 3y. D'accord? On a déjà vu comment, enfin en général on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'à partir de ces formules-là, on a écrit la matrice. Dans l'autre sens, à partir de la matrice, on peut écrire ces formules-là. Donc ceci, fabriqué de cette façon-là, c'est un endomorphisme de R3 qui a cette matrice B pour matrice. Mais ce n'est pas la seule possibilité. On pourrait choisir, en disant que B c'est la matrice de F, mais dans les bases canoniques de R2 de X et de R2 de X, on pourrait imaginer un endomorphisme qui va de R2 de X dans R2 de X, et qui a un polynôme P. Alors P égale, il faut que je l'écrive A0 plus A1x plus A2x2. On va associer quoi? Donc je vais l'appeler Q, ce polynôme, juste parce que j'ai pas la place de l'écrire à droite là. Donc je vais l'appeler Q. Ici. Et c'est quel polynôme ça? Je vous laisse l'écrire. Allez-y, alors je ne sais pas si quelqu'un peut écrire la réponse dans la discussion avec des grands X, oui c'est possible. Euh, Pour les indices, vous écrivez A0, A suivi d'un 0, c'est pas grave. Alors je ne sais pas si vous cherchez. Qu'est-ce que ça veut dire que F a B pour matrice? Ça veut dire que les colonnes de B sont les images des vecteurs de la base qu'on a choisie pour R2 de X. Et j'ai dit que je prenais la base canonique. La base canonique de R2 de X, c'est 1, X et X2. Donc ça veut dire qu'en colonne sur B, j'ai F de 1 ici. La première colonne, c'est F de 1. La deuxième colonne, c'est F de X. Et la troisième colonne, c'est F de X2. Donc, Q qui doit être, c'est la linéarité qui va intervenir, hein. Q qui doit être F de A0 plus A1x plus A2x2. Ça va être par linéarité A0 F de 1, et F de 1 c'est la première colonne de B, plus A1 F de X, et F de X c'est la deuxième colonne de B, plus A2 F de X2, qui est la troisième colonne de B. La première colonne de B, c'est F de 1. Attention, c'est F de 1 exprimé dans la base canonique de R2 de X, l'espace d'arrivée. Donc le 0 moins 2, 2 que je lis sur la première colonne, ça fait, donc le 0 j'écris pas, mais ça fait moins 2x plus 2x2. Ensuite, f de x, c'est la deuxième colonne. Donc ça fait, deuxième colonne, j'ai un 3, j'ai un 5 qui correspond à x, et j'ai un moins 3 qui correspond à x2.
plus A2, f de x2 qui est 2 plus 2x. C'est la troisième colonne de la matrice B. Autrement dit, Q égale, je vais finir ici. En fait, je vais effacer tout le haut là. Voilà, donc f de P. Je regroupe tous les coefficients constants, donc il n'y en a pas dans le premier. Ensuite, il y a 3A1 plus 2A2. Devant x, j'ai moins 2A0 plus 5A1 plus 2A2. Ça, c'est devant x. Et devant x2, j'ai 2A0 moins 3A1. Et c'est tout. Et vous voyez que ça correspond exactement à ce qu'on a fait ici. Dans la base canonique de R3, j'ai ce 0,32 là en ligne, ça correspond au 0,32 qui est ici. Ensuite, j'ai moins 2, 5, 2 qui correspond au moins 2, 5, 2 qui est ici. Et ensuite, j'ai 2, moins 3, 0, 2, moins 3 et 0 devant le A2. Ok? Donc, quand on donne une matrice, naturellement, évidemment, on va penser à cet endomorphisme-là, endomorphisme de R3, mais eh ben, pas forcément. Ça peut être n'importe quel endomorphisme, parce qu'avec une base, normalement, avec une matrice, normalement, il faut donner deux bases pour définir un endomorphisme. Donc, il y a une façon naturelle de définir un endomorphisme sans donner de base, c'est l'endomorphisme canoniquement associé. Et sinon, bah, on peut en faire plein d'autres. Il suffit de choisir une base et ça donne d'autres applications linéaires. Ok? Dans tous les cas, ça correspond. C'est-à-dire que les valeurs propres de f, quel que soit le f que je considère, ce sont les valeurs propres de la matrice, vu que ça marche par le produit matriciel. Donc on a fait en sorte que ce qu'on appelle valeurs propres de la matrice, ce soit les valeurs propres de f. Ok avec ça? Donc ça pour dire un peu ce qui se passe quand je mélange endomorphisme et matrice. Ça marche bien, mais c'est une confusion entre les deux quand même. C'est pas tout à fait, on parle pas tout à fait des mêmes objets. Vous voyez, valeur propre de ça. On sent bien que ça n'a pas tout à fait le même sens ou ça représente pas tout à fait la même chose que les valeurs propres de ça. Là, les vecteurs sont des polynômes. Là, les vecteurs sont des vecteurs géométriques de l'espace. Et là, les vecteurs sont des matrices colonnes si on ne regarde que la matrice. Ok? Alors, si c'est bon pour ça, n'hésitez pas à vous exprimer dans la discussion. On va passer au cours maintenant et on va venir sur ce fameux gros théorème, le critère numérique de diagonalisabilité. Voilà, donc je pense que j'avais fait quoi? C'était un grand 3 diagonalisation, c'est ça? Je pense que c'est grand 3. Oui, ok, merci. Diagonalisation. Voilà, donc j'ai défini ce que ça veut dire qu'un endomorphisme est diagonalisable. Il faut qu'il existe une base de vecteurs propres. Et j'ai défini ce qu'est une matrice diagonalisable. C'est quand il existe une matrice inversible, telle que P-1MP soit diagonale. Donc, juste, je précise, je mets dans le cours ici cette petite phrase qui correspond à ce que j'ai essayé de vous montrer là, pendant une heure, qui est que le lien entre les deux, si on veut, le lien entre les deux définitions de... Ça, c'est un E. Les deux définitions de diagonalisable, c'est que c'est même un si et seulement si la matrice dans une certaine base B de F est diagonale si et seulement si tous les vecteurs de B sont des vecteurs propres de F.
Ok, c'est un peu ce qu'on a essayé de voir sur quand j'ai fait ce lien entre F et B à chaque fois. Il faut que j'enlève... ah oui. Voilà, pardon. Alors maintenant, je vais énoncer le théorème 5, qui est le critère numérique de diagonalisabilité. Alors pourquoi numérique? Parce que pour savoir si un endomorphisme est diagonalisable, c'est-à-dire pour savoir si on peut effectivement trouver une base formée de vecteurs propres, eh bien, il va suffire de faire une addition. On aura juste une addition à faire et on verra à la fin. On est en dimension n. Si la somme fait n, c'est diagonalisable. Si la somme fait pas n, c'est pas diagonalisable. Alors le voici. F est diagonalisable. Je l'énonce pour F et ça revient même pour la matrice. F est diagonalisable si et seulement si la somme sur toutes les valeurs propres, donc pour lambda appartenant au spectre de F, la somme pour lambda appartenant au spectre de F des dimensions des espaces propres est égale à la dimension de E. Voilà, et ça c'est vraiment à retenir par cœur. Et je pense que intuitivement vous voyez bien pourquoi c'est vrai. Dans l'exercice qu'on a fait sur la matrice B, on a trouvé deux espaces propres, E1 et E2. Il y en a un qui était de dimension 1, donc on a pris un vecteur dedans, et il y en a un qui était de dimension 2, donc on a pu prendre deux vecteurs indépendants dedans. Et comme 1 plus 2, ça fait 3, en juxtaposant ces trois vecteurs, en prenant ces trois vecteurs, on a obtenu une base, parce qu'il y avait le bon nombre de vecteurs. C'est automatiquement libre d'après le théorème 4, et ça a formé une base, parce qu'il y avait le bon nombre de vecteurs. Et le bon nombre, c'est la dimension de E. Donc c'est ça qui fait que ce critère marche. Donc je vais quand même faire la démonstration dans les deux sens. Donc je vais effacer cet écran. Alors, diagonalisable, il faut que je me rappelle du sens. Diagonalisable, si et seulement si. Alors, je vais faire ce que je viens de dire d'abord, c'est-à-dire, je viens de dire que si la somme des dimensions fait n, c'est bon. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais faire cette première implication. Donc, supposons que, effectivement, la somme sur toutes les valeurs propres, donc la somme pour lambda appartenant à spectre de f des dimensions des E lambda, est égale à n. J'appelle n la dimension de E. Dans cette situation, alors ça va être plus long à écrire qu'à dire, je prends une base dans chaque espace propre. Prenons une base dans chaque espace propre E lambda et juxtaposons ces bases. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une famille libre. On obtient une famille libre. Pourquoi libre? C'est le théorème 4 qui l'affirme. Okay, puisque j'ai pris dans chaque espace propre, j'ai pris des valeurs propres distinctes, et dans chaque espace propre, je prends une famille qui est libre, puisque j'ai pris une base. Donc je juxtapose des familles libres. D'après le théorème 4, c'est libre. On obtient une famille libre qui a combien de vecteurs? Qui a n vecteurs. Ça, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse qui est là. Parce que le nombre de vecteurs dans chaque famille, c'est la dimension, puisque j'ai pris une base. Et donc le nombre de vecteurs au total, c'est la somme de ces dimensions. Et j'ai supposé que ça faisait n. Okay. Donc si elle a n vecteurs,
c'est parce que en fait, elle a ce nombre-là de vecteurs. Vu que j'ai pris une base dans chaque espace. Le nombre de vecteurs, c'est la somme des cardinaux des bases, hein, donc la somme des dimensions. Et par hypothèse, ça faisait n. Voilà, donc j'ai une famille libre de n vecteurs. Or, la dimension de E, c'est n. Dim de E égale n. Donc, on a bien une base. Voilà, et ce sont des vecteurs de E lambda, donc ce sont tous des vecteurs propres. Et elle est bien formée de vecteurs propres. De F. Ok? Donc ça termine la première implication. Alors je vous laisse prendre le temps de noter et je vais effacer ça pour faire le deuxième sens. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions dans la discussion, je surveille. Alors, donc j'efface. On va faire l'autre implication. Donc, l'autre implication, on va supposer f diagonalisable. Ça veut dire qu'il existe une base de vecteurs propres. Donc je lui donne un nom, soit B. Une base de vecteurs propres. C'est une base de vecteurs propres. Alors, ces vecteurs propres, ils sont tous associés à chacun à une certaine valeur propre. On va les ranger suivant la valeur propre à laquelle ils sont associés. Donc, on, on réordonne éventuellement, donc on réordonne au besoin les vecteurs de B. Pour les ranger par valeur propre, ça ne change pas le fait que c'est une base de vecteurs propres. Donc à partir d'une base qui est mise dans n'importe quel sens, je les réordonne. Par exemple, tout à l'heure, j'avais un vecteur pour la valeur propre 1 et puis 2 pour la valeur propre 2. Si j'avais pris un vecteur pour la valeur propre 1, puis, si j'avais pris un vecteur pour la valeur propre 2, puis le vecteur de la valeur propre 1, puis un autre vecteur pour la valeur propre 2, c'est là que je réordonnerai pour mettre tous ceux qui sont associés à 2 ensemble et puis tous ceux qui sont associés à 1 ensemble. Donc on réordonne au besoin les vecteurs de B pour l'écrire de cette façon-là. B égale. Et voilà, alors j'ai une première valeur propre que j'appelle lambda 1. Et pour cette valeur propre, j'ai un certain nombre de vecteurs. E lambda 1, 1 jusqu'à E lambda 1, N1. Ensuite, j'ai une deuxième valeur propre E qui est lambda 2. Donc je vais appeler le vecteur E lambda 2, 1. Et comme ça, pour la valeur propre lambda 2, je vais aller jusqu'à E lambda 2, N2. Et je continue comme ça. Jusqu'à la dernière valeur propre qui va être la PIM, disons. Le premier vecteur pour cette valeur propre-là. Et pour lambda P, le dernier qui est E lambda P, NP. Voilà. Donc, que ce soit clair, puisque je l'ai dit mais pas écrit, ou N1, c'est le nombre de vecteurs de B qui sont des vecteurs propres pour la valeur propre lambda 1. Donc pour la valeur propre lambda 1. Et alors j'aurais dû dire NI.
N2 pareil, etc. Ok. Ni, c'est le nombre de vecteurs de B qui sont des vecteurs propres pour la valeur propre lambda I. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? B est une base. Donc chacune de ces sous-familles, là, je vais changer de couleur, chacune de ces sous-familles est libre. Ceci, c'est libre, parce que c'est contenu dans une base. S'il y avait une combinaison linéaire nulle et non triviale, on aurait une combinaison linéaire nulle et non triviale pour des vecteurs de B. Il suffirait de mettre des zéros devant les autres. Donc c'est forcément libre. Une sous-famille d'une famille libre est forcément libre. Et voilà, tout ça c'est libre. Chaque famille là qui apparaît avec une même valeur propre est libre. Donc de ceci, qu'est-ce que je peux déduire? Qu'on a le nombre de vecteurs qui est ni, le nombre de vecteurs associés à la valeur propre lambda i. Vu que c'est un nombre de vecteurs qui forme une famille libre, c'est plus petit que la dimension de l'espace dans lequel il se trouve. Or, ces vecteurs propres sont tous associés à la valeur propre lambda i, donc ils sont dans E lambda i. Donc le nombre de vecteurs que j'ai est forcément inférieur ou égal à la dimension de E lambda i. Donc le nombre de vecteurs que j'ai ici est inférieur ou égal à la dimension de E lambda i. D'où, donc ça c'est pour tout i, entre 1 et p. D'où en additionnant, donc je vais effacer le début, d'où en additionnant, donc j'efface le haut ici. Alors, vous ne voyez pas tout l'écran, vous me dites. Comment ça se fait? Je regarde sur le NT. Ah, à cause de ma vidéo. Oui, tout à fait. Je vais la. Oui, oui, je vois. Ça cache une partie ici. Hop. Voilà. Du coup, on me voit à peine. Alors, ok, je suis d'accord que c'est pas très important qu'on me voit. Voilà, je crois que ça cache plus. Ok. Merci pour la remarque. Donc, alors, je vais effacer le haut pour pouvoir continuer ici. Qu'est-ce que j'efface? J'efface ici. Je garde la définition de B. Voilà, donc on a que chaque ni est plus petit que la dimension. Du coup, la somme des ni, c'est pour i égale 1 jusqu'à p, je ne vais pas l'écrire partout, i égale 1 jusqu'à p, surtout avec les pâtés que ça fait, qui est plus petite que la somme des dimensions des e lambda i. Bon, j'écris encore une fois. Voilà. Et la somme des ni, est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait ça? Mettez dans la discussion quand vous l'aurez. Que vaut la somme des ni? N, voilà, tout à fait. Ça vaut N parce que B est une base de E. Et la somme des NI, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans B. N1 plus N2 plus jusqu'à plus NP, c'est le nombre total de vecteurs que j'ai dans B. Or, B, c'était une base de E. Donc ça fait N. D'accord? Parce que c'est le cardinal de B. Et que B est une base de E. Voilà. Donc, j'ai prouvé que la somme des dimensions des E lambda I était supérieure ou égale à N. Or, d'après un certain corollaire, on sait que c'est inférieur ou égal à N. Et ça, c'est, je pense, le corollaire 1 du théorème 4. Parce qu'on prend des bases dans chaque, on met bout à bout et ça reste libre et donc il ne peut pas y avoir plus que n vecteurs, c'est toujours la même raison. Donc voilà. Donc en fait c'est égal, parce que c'est à la fois supérieur ou égal à n et inférieur ou égal à n. Donc c'est égal à n et du coup il ne peut pas y avoir d'autres valeurs propres que celle-là. Ok?
donc j'ai prouvé la deuxième implication, c'est-à-dire que si f est diagonalisable, alors la somme des dimensions des espaces propres vaut n. Donc c'est dans les deux sens. Et c'est un critère. Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions de ces espaces propres fait n. Voilà. Donc c'est le théorème essentiel, c'est le numéro 5, c'est le théorème essentiel de ce chapitre. Parfois ça sera le cas, parfois ça ne sera pas le cas. Il faut regarder, donc suivant les exercices. Alors pour l'instant on n'en a fait que 2 ou 3 et à chaque fois c'était le cas. À chaque fois on a trouvé deux espaces propres, un de dimension 1 et un de dimension 2. Et on était en dimension 3 puisqu'on avait des matrices 3-3, donc ça a marché à tous les coups. Voilà, donc évidemment, on a encore plein d'exercices à faire. On verra plein d'autres situations de ça. Alors, je vais effacer et proposer un corollaire. Donc, j'efface. Hein. Hop. Donc, corollaire pour ce théorème. Alors, je fixe les notations parce qu'il faut que ce soit clair de quel n je parle. Soit f appartenant à L de E et n la dimension de E. Si f a n valeurs propres distinctes, alors f est diagonalisable. C'est un cas particulier. Ça ne s'est pas produit pour la matrice B. La matrice B était 3,3 et n'avait que deux valeurs propres qui étaient 1 et 2. Je ne me rappelle plus si dans l'exemple du début du cours, on avait trois valeurs propres. Non, je crois que c'était pas le cas non plus. Donc pour l'instant, c'est pas arrivé, je crois, en exercice. Si une matrice 3,3 a trois valeurs propres distinctes, alors elle est diagonalisable. Si une matrice 10,10 a 10 valeurs propres distinctes, alors elle est diagonalisable. Et attention, ça n'est pas nécessaire. Dans aucun exemple qu'on a vu, ça ne s'est produit. Le vrai critère, c'est quand on additionne les dimensions des espaces propres, ça doit faire la taille de la matrice ou la dimension de l'espace. Mais dans certains cas particuliers, il y en a le nombre maximal des valeurs propres. Dans cette situation, donc je ne démontre pas, c'est évident. Hein. S'il y a n valeurs propres distinctes, la somme des dimensions des espaces propres, comme c'est au moins 1, j'additionne n nombres et la somme ne peut pas dépasser n. C'est donc qu'ils sont tous égaux à 1. C'est ce que je vais écrire d'ailleurs. Dans cette situation, tous les espaces propres sont de dimension 1. Voilà. Ok, donc il n'y a pas grand-chose à dire, on verra, ça se produira en exercice. Alors je passe au théorème suivant, qui est le théorème numéro 6, qui est à retenir, qui a l'air très bizarre hein, comme théorème. Toute matrice symétrique à coefficient réel est diagonalisable dans R. Qu'est-ce que ça veut dire dans R? Ça veut dire qu'il existe une matrice P à coefficient réel, telle que P-1 MP soit diagonale. Et d'ailleurs la matrice diagonale aussi, dans R. Ça veut dire que, par rapport à la définition, P appartient à Mn de R, et D aussi. Voilà, donc c'est pas toujours gagné, hein, même diagonalisable, il y a des matrices diagonalisables sur C. On a vu qu'il existe toujours au moins une valeur propre sur C. Sur R, c'est pas gagné. Et
Et donc on a ce théorème. Alors ce théorème, il est super bizarre parce qu'il est admis. On se demande un peu ce qu'il vient faire là. Donc je vais vous laisser vous demander ce qu'il vient faire là parce qu'on en reparlera après dans le cours sur les espaces euclidiens. On reverra ce théorème et on donnera un énoncé un peu plus précis. On aura un détail supplémentaire sur la matrice P ici. Donc vous pouvez noter qu'on en reparlera plus tard. Simplement, si je le mets déjà ici dans ce cours, c'est parce que dans certains exercices, en début de problème, on va vous demander si une matrice est diagonalisable et ensuite on va vous faire chercher les valeurs propres. Et ça a l'air bizarre. Parce que normalement, pour savoir si elle est diagonalisable, il faut chercher les valeurs propres et les dimensions des espaces propres pour appliquer le théorème 5. Si on vous demande d'abord si elle est diagonalisable et ensuite après de chercher les valeurs propres, c'est probablement qu'il y a un truc, et ce truc, ça ne peut être que celui-là, c'est que la matrice est symétrique à coefficient réel. Donc c'est juste une astuce, une boîte noire. Vraiment, à ce stade, on ne peut pas comprendre pourquoi ça marche. Mais si vous voyez une matrice, posez-vous toujours la question, est-elle symétrique? Ok? Voilà. Alors, par exemple, enfin, je peux prendre, je vais effacer là. Je peux prendre une matrice n'importe laquelle, du moment qu'elle est symétrique. Exemple, je peux affirmer que 1, 2, 3. Alors, je vais la fabriquer symétrique. Pour fabriquer une matrice symétrique, on fixe que le haut et ensuite on fait la symétrie. Donc le 2 ici, le 3 ici et le 5 ici. Celle-ci est diagonalisable. Et j'ai pas du tout envie de faire le calcul pour vérifier. Diagonalisable. Parce qu'elle est symétrique réelle. Voilà. Bon, j'ai trop effacé. Car symétrique réel. Ok. N'oubliez pas de dire que c'est à coefficient réel. Car symétrique réel. S'il fallait faire le calcul pour appliquer le critère du théorème 5, ce serait très long. Il faudrait chercher toutes les valeurs propres, ensuite déterminer tous les espaces propres et ensuite additionner les dimensions. Voilà. Alors, exercice. Écoutez bien, ça c'est pour voir si vous êtes réveillé. Exercice. Trouver une matrice de 2 symétrique j'ai raté mon R, symétrique et non diagonalisable. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que cet exercice est rigolo? Dites-moi dans la discussion si vous voyez. Bon, vous voyez forcément. Et du coup, comment faut-il la chercher, cette matrice? On peut mettre des coefs complexes. Voilà, c'est la seule hypothèse qui manque par rapport au théorème qui dit que quand c'est 2,2 est symétrique, c'est toujours diagonalisable. Non, c'est quand c'est 2,2 est symétrique à coefficient réel. Donc pour en trouver une non diagonalisable, il faut mettre des coefficients complexes. Donc c'est l'exercice pour tout de suite. Je vous laisse 5 petites minutes pour y réfléchir. Est-ce que vous pouvez me trouver une matrice 2,2 qui soit symétrique, mais pas diagonalisable? Allez-y. A, B, B, C.
La matrice nulle, bonne question. Est-ce que la matrice nulle marche? Alors, elle est à coefficient réel, donc normalement, elle doit être diagonalisable. La matrice nulle, est-ce qu'elle est diagonalisable? En fait, elle est déjà diagonale. Donc, elle est diagonalisable. Si je prends l'identité, la matrice P de la définition, c'est P égale I2. Donc, I2 moins 1 fois la matrice fois I2 est bien diagonale. Parce que en dehors de la diagonale, il n'y a que des zéros. Voyez, donc la matrice nulle est diagonalisable. En fait, une matrice qui est déjà diagonale est diagonalisable. Parce que si elle est déjà diagonale, bah je fais ce que je viens de faire ici. Je mets I2 moins 1 ici et I2. J'obtiens D elle-même qui est diagonale. Donc ça répond à la définition de diagonalisable. Donc je vous laisse quelques minutes pour le faire. Simplement dites-moi si vous êtes bloqué, si vous ne voyez pas du tout comment démarrer. Sinon je vous laisse un vrai temps pour faire cet exercice. Votre micro est désactivé.
Votre micro est activé. Alors, est-ce que vous avez des propositions à me faire? Il faut que le rang de la matrice moins lambda i soit égal à 2. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit bien formulé. Donc si je reviens à ma feuille ici, donc ça c'est ma matrice A, mettons, et elle est symétrique. Elle ne va pas être à coefficient réel et je veux qu'elle ne soit pas diagonalisable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur propre. Parce que des valeurs propres, il y en aura toujours, surtout sur C, il y aura toujours des valeurs propres. Ce qu'il faut, c'est que la dimension des sous-espaces propres ne soit pas égale à 2. La somme des dimensions des sous-espaces propres ne soit pas égale à 2. Donc on va chercher ces valeurs propres pour voir à quoi ça ressemble. Et on va réfléchir à ce qu'on veut sur ces valeurs propres. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous me dites, c'est pas qu'on veut que ce rang soit égal à 2, c'est que il faut réfléchir aux valeurs qui font que c'est pas 2 et ce qu'on veut sur ces valeurs. Parce qu'il y en a forcément, de toute façon, des valeurs pour lesquelles ça fait pas 2. C'est le théorème 1, il y a toujours des valeurs propres. Donc ça, c'est équivalent au fait que le déterminant de cette matrice est égal à 0. C'est-à-dire A moins lambda fois C, C moins lambda moins B carré est égal à 0. C'est un polynôme de degré 2 en lambda, ça. C'est lambda carré moins A plus C lambda plus AC moins B2 égale 0. Donc des valeurs de lambda pour lesquelles ceci est vrai, il y en a 2 dans C, ou potentiellement une seule. Parce que c'est un polynôme de degré 2 et donc il a soit 2 racines, soit une racine double. Il ne peut pas ne pas avoir de racine. On est dans C. Forcément, hein. Dans R, on sait que ça ne marchera pas le truc. On est dans C, donc il a au moins une racine dans C. C'est la démonstration que j'avais faite pour ce théorème 1, dans le cas des matrices de 2. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'en ait pas 2. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'il ait 2 racines distinctes, ce polynôme? Alors, je vous laisse réfléchir à ça et m'écrire une réponse. Si ce polynôme en lambda a 2 racines distinctes, qu'est-ce que ça veut dire pour notre problème? Distincte. Alors, je vois que vous avez déjà la réponse. C'est le corollaire. Oui, c'est le corollaire, tout à fait. S'il y a 2 racines distinctes, on est en dimension 2, la matrice est diagonalisable. Alors, donc s'il y a 2 racines distinctes, ce sont 2 valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable. Et c'est, comme vous m'avez dit, c'est le corollaire du théorème 5.
Autrement dit, dans notre cas, eh ben, il faut qu'il y ait une racine double. Donc je vais tracer un petit trait. Je vais continuer ici. Et ce polynôme a une racine double. Si et seulement si. Si et seulement si quoi? Eh bien, son delta est égal à 0. Son discriminant doit être égal à 0. Si et seulement si. Et on va l'écrire. B carré. Donc B carré, c'est A plus C carré moins 4 AC. Donc c'est AC moins B2 égale 0. Ça, alors je vois que ça se simplifie. A carré, puisque ça, si on développe, ça fait A carré plus 2AC plus C carré. Et j'ai moins 4AC. Donc je vais juste regrouper ça. Plus 4B2 égale 0. C'est-à-dire... d'accord, je saute une étape, mais 2AC moins 4AC, ça fait moins 2AC. Donc ça va faire A moins C au carré. A moins C au carré plus 4B2 égale 0. Voilà. Donc là, on voit que si la matrice était réelle, ça ne marcherait pas. Parce que, ouais, sauf dans un cas. Parce qu'une somme de deux carrés, si ce sont des nombres réels, la somme des carrés ne peut pas faire 0, sauf si les deux sont égaux à 0. Les deux égaux à 0, ça voudrait dire A égale C et B égale 0. Donc vous voyez que A égale C et B égale 0, A serait un multiple de l'identité. Et elle serait diagonalisable. Donc moi je vais chercher des complexes ici, pour lesquels ça ne marche pas. Alors maintenant, c'est pas la peine de chercher toutes les matrices qui sont symétriques, complexes et non diagonalisables. Il suffit d'en prendre une. Alors je vais peut-être prendre celle que j'avais choisie. J'avais choisi, donc pour faire simple, j'ai pris B égale I, histoire d'avoir un nombre négatif quelque part. C'est le plus simple de faire B égale I ici. Donc ça fait moins 4. Et ici, je veux que ça fasse 4, et c'est un carré, donc je vais faire en sorte que ça fasse 2 à l'intérieur. Donc je peux prendre 2 et 0, ou 1 et moins 1 par exemple. Donc je vais prendre A égale 2 et C égale 0. Et ça doit marcher. Ok, 4 moins 4 égale 0. Donc A égale ceci. Donc A égale 2, B égale I, et C égale 0. Cette matrice ne doit avoir qu'une seule valeur propre. Et je ne vais pas finir le calcul, mais c'est la racine double de ce polynôme. Donc A plus ça fait 1, je pense. Voilà, il faudrait l'écrire, mais là, comme ça, j'ai l'impression que c'est 1. Ok, alors, elle n'a qu'une valeur, pardon, c'est pas fini, non, il faut la calculer. Donc, je vais vous laisser faire ça. Alors, remplacer ici, moi, je vais être embêtée. Je regarde si j'ai pris les mêmes choses dans mes notes. Voilà, donc je vais pouvoir effacer facilement. Je pourrai suivre sur mes notes. Donc, regardez ce que ça donne, en tout cas, avec les valeurs que j'ai choisies. B égale I, A égale 2, C égale 0. Vous avez cette équation ici on a tout fait pour... où est ma souris? Ah. Donc cette équation-là, vous remplacez A, B et C par les valeurs que j'ai choisies. Et vous obtenez qu'il n'y a qu'une valeur propre qui est 1. Et moi, je vais effacer. Donc écrivez ça quand même. Hein. Juste, j'aimerais vérifier que c'est bien les mêmes choix que j'ai fait. Donc moi, j'ai lambda 2 moins 2 lambda. Oui, c'est bon. Plus 1. C'est ça. Okay. Donc j'efface cette page. Donc on a trouvé que, ah bah, je vais repasser en noir, le spectre ne contient qu'une valeur qui est 1. Donc, est-ce qu'on peut déjà conclure que la matrice n'est pas diagonalisable?
Elle n'a qu'une valeur propre. Alors les 5,5 peuvent peut-être conclure. Si vous vous rappelez, les 5,5, les trucs pour briller en société. Mais sinon, ce qu'on va faire, donc si un 5,5 peut mettre dans la discussion, hein, mais sinon on va chercher E1. Donc je vais considérer x égale xy, deux coordonnées, hein, on est en dimension 2. X appartient à E1, si et seulement si. 2 I0 x y égale x y. Je continue ici. Ah, je vois que Juliette écrit. Alors je continue mon petit calcul en attendant. Donc ça fait 2x plus iy égale x. Ix plus 0y égale y. Alors, si vous regardez là, je suis en train de chercher l'espace propre associé à la valeur propre 1, et vous voyez que je suis obligée de faire le calcul depuis le début. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi est-ce que je dois faire depuis le début, alors que dans l'exercice sur la matrice B au début, on n'était pas reparti du début, on était reparti de la dernière matrice obtenue. Mais là, on n'a pas fait de pivot au début. On a utilisé le déterminant parce qu'on est en 2,2. Et vous voyez que ce déterminant, c'est peut-être très pratique pour avoir les valeurs propres, mais malheureusement, ça ne donne pas les vecteurs propres de façon aussi directe que quand on fait le pivot depuis le début. Donc là, je suis obligée de recommencer du début. Alors n'oubliez pas de regrouper les inconnus, là, ne laissez pas le x tout seul. Hein. Donc ça fait x plus i, y égale 0 et ix égale y, ce qui est équivalent à, on va faire tout en fonction de x, pardon, j'aurais dû mettre moins y égale 0 ici. Voilà, donc j'obtiens x, je substitue ici, hein, x égale moins i, y. Donc moins i2, ça fait 1. Y moins y égale 0, ça fait bien 0 égale 0. C'est obligatoire hein, de tomber sur 0 égale 0 parce que sinon, si les deux équations sont indépendantes, la seule solution va être 0, 0. Or, on sait déjà que 1 est valeur propre. Donc il y a forcément des solutions autres que 0, 0. Donc j'ai trouvé E1 qui est l'ensemble des vecteurs. Je vois la réponse de Juliette, hein, je vais la lire juste après. Donc c'est l'ensemble des vecteurs de la forme moins i, y, y, avec juste y à choisir. Alors on est dans C, hein, donc k égale C ici. Donc ce sont tous les multiples du vecteur moins i, 1. Voilà, et donc on a prouvé que la dimension de E1, c'est 1. On a un seul espace propre, sa dimension est 1, ce qui fait que quand j'additionne, pour utiliser mon critère numérique, le théorème 5, donc quand j'additionne les dimensions des sous-espaces propres, ça fait, il n'y en a qu'un, et sa dimension est 1, donc ça fait 1 au total. Or, d'après le critère, il faudrait que ça fasse 2 pour qu'elle soit diagonalisable. Ça ne fait pas 2, donc elle n'est pas diagonalisable. Ok? Donc là, on a vérifié qu'elle n'était pas diagonalisable. Alors, voyons ce que dit Juliette. Une matrice à une seule valeur propre n'est diagonalisable que si elle est de la forme AIN. Voilà, je vais écrire ceci ici. Je vais changer de couleur. Donc, le calcul que j'ai fait, bon, bah, il faut savoir le faire. Hein. On a une seule valeur propre, on cherche l'espace propre, on calcule sa dimension, voilà. Mais c'est un truc qu'on peut retenir si une matrice A n'a qu'une valeur propre. Imaginez qu'elle soit diagonalisable. Si elle était diagonalisable, ça voudrait dire qu'on a une certaine matrice P telle que P-1 AP soit égale à une matrice diagonale. Mais sur la matrice diagonale, il y a les valeurs propres. Or, j'ai supposé que ma matrice n'avait qu'une seule valeur propre. Mettons que je l'appelle lambda. C'est des lambdas partout. Parce qu'il n'y en a qu'une. C'est donc lambda IN. À partir de là, si je multiplie à gauche par P
et à droite par P moins 1, j'obtiens P lambda IN P moins 1. Autrement dit, j'obtiens A égale lambda IN après simplification. Donc une matrice qui n'a qu'une seule valeur propre n'est diagonalisable que si c'est déjà elle-même lambda fois l'identité. Alors maintenant, je vais regarder ma matrice A ici. Et ma matrice A, vous voyez qu'elle n'est pas de la forme lambda fois l'identité. Donc, elle n'est pas diagonalisable. Ok, ça repose sur, il faut quand même savoir ça. Donc, c'est un truc que je vais dire dans le cours demain. Je pense que je vais m'arrêter là. J'avais dit que je finissais pas trop tard. Donc, ça, je le dirai demain dans une liste de petites remarques. Et sinon, bah, on fait le calcul comme il est ici. Ok? Donc voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Il est très important. C'est la base, enfin, ce critère numérique, c'est vraiment la base qui permet de répondre à la plupart des questions sur la diagonalisation. Évidemment, il faut comprendre les concepts, hein, mais tout tourne un peu autour de ça. Donc, à travailler, à méditer. Et puis, on va parler de ce que vous avez à faire pour demain. Alors, pour demain, donc maintenant, le cours est quasiment terminé. Je regarde, hein, il y a juste des petits trucs rigolos à dire, mais vraiment, au niveau des notions, c'est terminé. Donc, vous pouvez vraiment faire toute la feuille. En fait, je vais juste vous donner la feuille. J'ai quelques petits trucs que je fais en cours d'habitude, on verra ça demain. Alors, sur la feuille, diagonalisation, voilà. Alors, je vous avais demandé de regarder déjà le 2. Du coup, vous pouvez le faire en entier. 3. Là, vous pouvez tout faire dans la feuille, hein, vraiment. Donc, alors, elle est longue, hein, c'est plutôt à voir comme un DM. Oui, elle est très, très longue. Donc, c'est du DM. Alors, c'est pas que ce soit facultatif, hein, il faut le faire pendant les vacances, mais il y aura, ce qui est obligatoire, c'est pas cette feuille-là. Enfin, ce qu'il faut me rendre, c'est pas cette feuille-là, ce sera le sujet que je vais vous donner. Alors, le sujet, il faudrait me dire si vous avez besoin d'une version papier. Euh, j'ai vraiment fait une bêtise, c'est que j'aurais dû l'envoyer à la reprographie hier et je l'ai pas fait. Donc, dites-moi s'il vous faut une version papier pour le DM. Si c'est le cas, il faut que je demande à un de mes collègues d'aller le faire manuellement. Parce que sinon, il va être sur le drive. De toute façon, je vais le mettre là, après le cours d'informatique, je le mettrai sur le drive. Oui, pour la version papier. Je vais voir avec monsieur. Alors, voyons. Demain, vous avez. Qu'est-ce que vous avez demain? Vous n'avez pas SVT demain, je crois. C'est physique et géographie, c'est ça? Ok. Donc, je vais voir avec monsieur Trumeau s'il veut bien passer me faire le tirage. Euh, ouais, c'est ma faute, ça. Ok. On arrête là. Alors, je prends. Si vous avez des questions, allez-y dans la discussion maintenant. Sinon, on va arrêter là la séance de maths pour l'instant. Ceux qui sont chez vous qui doivent aller en SVT, ben, allez-y. Et pour les autres, pour la moitié de la classe qui est informatique, donc on se retrouve à 10h15. On démarrera à ce moment-là. Vous avez vu, j'ai envoyé un mail, j'ai mis quelques documents sur le drive par rapport à la séance sur Dijkstra. Voilà. Donc ça tombe sur le groupe où il n'y a que des 3,5, sinon j'aurais demandé à un 5,5 de peut-être faire la démonstration au tableau là pour Dijkstra. Mais on tombe sur les 3,5, donc je vais le faire sur l'écran. Alors je vois que vous me dites des choses dans la discussion. Réexpliquer la remarque en haut à droite. Alors c'est peut-être pas la peine maintenant. Alors déjà, je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc si vous voulez, vous pouvez vous la repasser. Et puis, je fais dans le cours demain. Je vais faire une liste de petites choses du type de celle-ci, effectivement, dans le cours. Donc, elle y sera. Je vais la refaire vraiment en détail demain. Donc, c'est pas la peine tout de suite. Voilà. Je me rends compte que oui, pour vous parler, il faut que je regarde vers la caméra, mais en fait, la discussion est sur ma droite, donc il faudrait que je place ma caméra là-bas. Mais il n'y a pas la place. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y en a qui déconnectent déjà, donc ceux qui doivent aller en SVT, effectivement, ne tardez pas. Un message de Clémence.
Alors, bah, je vais vous laisser y aller. Voilà, je vois que vous êtes quelques-uns à commencer à quitter. Au revoir, d'accord. Très bien. Donc, je vais couper la caméra. Je reste dans les parages. Je coupe caméra et micro jusqu'à 10h15. Je regarde la discussion si jamais. Et puis voilà, on se retrouve à 10h15. À tout à l'heure. Votre micro est désactivé.